Shein ou encore Temu, toutes ces plateformes d'ultra fast fashion sont très populaires sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elles créent une réelle addiction chez les consommateurs. Ces dernières années, plusieurs médias, mais aussi des chercheurs se sont penchés sur le sujet. Dernière en date, une enquête de Numérama sortie la semaine dernière. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement et pourquoi cela inquiète-t-il? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, vous l'aurez compris, vous le voyez, je serai donc en voix off et sans la caméra aujourd'hui. Alors déjà, petit rappel du contexte, parce qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours, mais il y a eu quand même du nouveau. En France, l'Assemblée nationale a adopté le 14 mars dernier une proposition de loi visant à réguler l'ultra fast fashion et à freiner les excès de la surconsommation. Cette loi, en fait, elle prévoit deux mesures phares. D'abord, l'interdiction de toute forme de publicité pour les enseignes de fast fashion, et ensuite, la création d'un bonus-malus environnemental qui pourrait atteindre progressivement jusqu'à 10 € supplémentaires par produit en 2030. L'idée, c'est très simple, plus le produit est polluant ou alors un impact important d'une façon ou d'une autre sur la société, plus en l'occurrence il va coûter cher. Et à l'inverse, cet argent sera potentiellement utilisé pour soutenir ou pour aider les entreprises ou alors les prix sur les produits typiquement qui sont fabriqués en France. Et cette loi, elle doit encore passer au Sénat, mais je vous en parle juste après. Alors dans le viseur des députés notamment, il y a Shein, le mastodonte chinois des vêtements très peu chers. Shein a été fondé en 2008. Le site s'appelait à l'époque Sheinside et en fait il vendait des accessoires de mariage. Son principe, c'était d'acheter en gros des vêtements pour les revendre via des plateformes connues comme Amazon ou encore eBay. Mais en 2012, Shein a décidé de lancer son propre site pour ne plus dépendre des plateformes américaines. Et c'est vraiment quelques années plus tard, lorsque la pandémie a éclaté en France et dans le monde, que la plateforme a explosé. Son chiffre d'affaires a augmenté de 311% entre 2019 et 2020. Autrement dit donc, c'est absolument colossal. Et si Shein marche aussi bien, c'est parce que la plateforme propose des milliers de nouveaux produits chaque jour, et ce, à des prix défiant toute concurrence, et souvent de qualité assez moyenne, il faut le dire. C'est ce que l'on appelle l'ultra fast fashion. Tous les jours, Shein met donc en ligne des produits qui sont d'abord fabriqués en petite quantité. Il surveille ensuite en temps réel le retour des clients. S'il y a des retours ou des commandes importantes, à ce moment-là, Shein va directement en produire beaucoup plus. Selon Silvano Mendes, qui est co-directeur du Master Mode et Industrie Créative à la Sorbonne et qui est interrogé par Alternative Économique dans un article que je vous mets en description, cette stratégie, en fait, elle permet à Shein de s'adapter très vite à la demande. Et d'ailleurs, en parallèle à ça, Shein a aussi un algorithme qui observe en temps réel les tendances et les recherches sur les réseaux sociaux ou alors évidemment sur leur application. Et ça permet donc aux ateliers de production d'être alertés quasiment instantanément. Et s'il y a une tendance qui émerge, potentiellement, ils vont pouvoir surfer dessus et tenter donc de l'imiter ou de s'en inspirer pour créer leur propre version. Et en l'occurrence, ce nouveau mode de consommation, il rapporte très gros. En 2023, Shein a réalisé un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars, dont un bénéfice net de 2 milliards de dollars, selon un document financier que s'est procuré le Financial Times. Et avec ce chiffre, en fait, il faut comprendre que Shein se classe à la 2e place mondiale du marché de la mode, devant le groupe suédois H&M, mais derrière tout de même le groupe Inditex, qui est propriétaire notamment de Zara ou encore de Bershka. Mais alors, comment est-ce que Shein parvient à vendre autant et à faire toujours plus de chiffre d'affaires, mais aussi à rendre accro ses utilisateurs? On va voir ça tout de suite. La première stratégie assez importante et qui est peut-être différente d'autres marques de mode, c'est la stratégie et le recours à la micro-influence. En gros, Shein va envoyer des articles gratuitement à des influenceurs, mais c'est pas des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, c'est en général des influenceurs qui ont quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'abonnés pour que, en échange, ils fassent gratuitement la pub sur les réseaux sociaux, en échange donc de ces produits qui ont été offerts. Parmi les contenus les plus populaires, il y a donc ce que l'on appelle les hauls. C'est donc ces vidéos qui consistent à montrer les achats qu'on vient de faire en décrivant les articles, voire en les portant. Alors pourquoi des micro-influenceurs plutôt que des influenceurs qui ont des millions d'abonnés? En fait, le but, c'est de s'éloigner de l'image parfois lisse ou alors inaccessible des plus gros influenceurs et créer ainsi l'illusion d'une certaine proximité et effacer donc en quelque sorte le côté publicitaire. En gros, c'est comme si l'influenceur s'adressait à ses amis, et ça fonctionne en l'occurrence plutôt bien puisque des milliers de vidéos Shein Haul sont postées sur les réseaux sociaux tous les jours, et ce souvent par des anonymes qui reprennent eux-mêmes les codes en fait, sans parfois d'ailleurs recevoir eux-mêmes les produits gratuitement. On a des utilisateurs qui eux-mêmes en fait vont s'inspirer de ces codes-là et à leur tour partager tout ça. La deuxième méthode qui est utilisée par Shein pour pousser à l'achat, c'est les notes et les commentaires sous les articles qui permettent de gagner des points et qui les transforment ensuite en réduction. C'est une technique en fait où chaque geste donc sur l'application est récompensé en quelque sorte. Ça permet d'avoir presque un statut de collaborateur de façon symbolique auprès de la marque. Et d'ailleurs, Shein finit par proposer aux clients les plus fidèles de devenir des clients mannequins
En gros, ils postent des photos avec leurs vêtements qui sont mis en avant et qui ont pour but d'aider les autres à s'identifier et à mieux se projeter. En gros, il y a vraiment un mécanisme de récompense avec le fait d'être actif et d'être présent dans les retours directement sur l'application. Troisième méthode, et peut-être la plus importante, dont on a déjà entendu parler dans les réseaux sociaux, mais là dans le cas d'applications de shopping, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est le ciblage algorithmique qui consiste donc à proposer aux internautes et aux personnes sur l'application des publicités extrêmement personnalisées. Ça peut être des articles qu'ils ont déjà consultés ou alors d'autres qui sont similaires. Et en l'occurrence, Shein va encore plus loin que beaucoup de sites puisque c'est le moindre clic qui est scruté. Imaginez en fait, vous êtes sur l'application, vous voyez un produit, et bien l'algorithme va au fur et à mesure pouvoir vous proposer en suggestion à partir de ça d'autres produits et en fait analyser en temps réel la réaction de l'utilisateur à telle ou telle proposition. Et là on retrouve donc tous les mécanismes de dopamine qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec parfois donc des effets de découverte ou des effets de surprise à partir donc de l'algorithme. Le problème c'est que ces stratégies marketing elles peuvent poser un certain nombre de problèmes et le premier c'est le phénomène d'addiction qui se crée chez de nombreux consommateurs. Selon la psychologue Claudia Baudin qui est interrogée par Numérama dans une excellente analyse que je vous mets directement en description, les jeunes sont particulièrement sensibles à ces stratégies car ils sont plus vulnérables et plus sensibles à certains de ces contenus qui vont jouer sur l'affectif. C'est le cas par exemple donc sur cette stratégie et sur le fait d'utiliser des micro-influenceurs avec encore une fois ces cas de figure, on a l'impression de ressembler à la personne qui présente ces produits. Par ailleurs, en proposant des milliers de nouveaux articles chaque jour et en poussant les utilisateurs à la consommation, Shein cherche à créer un besoin et à renouveler, c'est-à-dire et à recréer en quelque sorte ce besoin très vite sur de nouvelles tendances, ce qui implique donc d'acheter régulièrement. Le deuxième problème qui est donc lié au premier, c'est que ça normalise une forme de surconsommation. Or évidemment, cette surconsommation, elle a des conséquences absolument désastreuses sur l'environnement. L'ONG environnementale Les Amis de la Terre estime que Shein produit environ 1 million de vêtements par jour. C'est colossal, surtout quand on sait que l'industrie textile est responsable de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Enfin, on n'a pas parlé des conditions de travail des ouvriers qui fabriquent les produits qui sont vendus sur ces sites, mais c'est là aussi un énorme problème. Selon une enquête de l'ONG de défense des droits humains Public Eye, très souvent les ouvriers qui travaillent pour Shein n'ont ni contrat ni assurance. Ils travaillent en moyenne souvent 12 heures par jour avec un seul jour de congé par mois. Par ailleurs, selon une enquête du média américain Bloomberg, Shein utilise du coton qui parfois peut être produit par les Ouïghours. Les Ouïghours étant donc cette minorité musulmane persécutée en Chine. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Alors je le disais, il y a une loi qui a été adoptée concernant Shein. Cette loi a été adoptée par les députés. Elle doit maintenant passer au Sénat. On verra donc ce qu'il en est. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets différents liens en description. Je le disais notamment cette enquête récente de Numérama, mais aussi d'autres articles et travaux sur le sujet. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 6 mois jour pour jour après le début du conflit qui oppose Israël au Hamas, l'armée israélienne a déclaré ce dimanche avoir retiré ses troupes du sud de la bande de Gaza et notamment de la ville de Khan Younes. D'après un responsable de l'armée cité dans le quotidien israélien Haaretz, l'armée serait parvenue, je cite, à démanteler la brigade Khan Younes du Hamas. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a expliqué que l'armée allait désormais préparer la poursuite des missions et notamment son opération à Rafah, la plus grande ville du sud de Gaza, où vivent plus de 1,5 million de Gazaouis, en majorité des déplacés. D'après les autorités israéliennes, Rafah serait le dernier bastion du Hamas. Mais depuis plusieurs mois, la communauté internationale et notamment les États-Unis alertent sur les risques pour les civils d'une opération à Rafah, alors que plus de 33 000 personnes sont mortes à Gaza depuis le 7 octobre, selon les chiffres du Hamas, qui est la seule source disponible sur place. Pour le moment, on ne sait pas quand cette offensive pourrait être lancée, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, en Ukraine, une attaque de drone a visé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud du pays ce dimanche. Les responsables russes de la centrale, qui la contrôlent depuis mars 2022, ont rapidement accusé l'Ukraine qui nie toute implication. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a déclaré qu'au moins 3 impacts directs avaient touché la centrale. Et selon l'agence, cette attaque augmente considérablement, je cite, le risque d'un accident nucléaire majeur. Alors d'après la direction de la centrale, installée par la Russie, le niveau de radiation est normal, mais l'un des drones a fait 3 blessés, alors que l'AIEA parle d'un blessé. Et puisqu'on parle de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors d'une visioconférence ce dimanche que l'Ukraine perdra la guerre face à la Russie si les États-Unis ne l'aident pas. En fait, depuis l'année dernière, une aide de 60 milliards de dollars à l'Ukraine est bloquée au Congrès américain, qui est l'équivalent du Parlement en France. Cette aide, elle est voulue par le président américain Joe Biden, qui est démocrate, mais le camp républicain
soutenu par l'ancien président américain Donald Trump, refuse d'examiner le texte en raison d'un différend sur la régulation de l'immigration aux États-Unis. Troisième actu, le procès des Panama Papers s'est ouvert ce lundi au Panama, en Amérique centrale. Il s'agit d'une affaire qui avait fait scandale en 2016 et qui avait été révélée par Le Monde et 108 autres médias internationaux. L'enquête avait dévoilé que des personnalités du monde entier avaient pratiqué l'évasion fiscale et blanchi de l'argent en passant par un cabinet d'avocats panaméen. Parmi les personnalités mentionnées dans l'enquête, on retrouvait par exemple l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, le footballeur Lionel Messi ou encore le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar. A noter que le délit d'évasion fiscale n'est punissable au Panama que depuis 2019 et pour des montants au-dessus de 30 000 $ par an. Alors pendant ce procès qui devait initialement se tenir en 2021, 27 personnes vont être jugées jusqu'au 26 avril, on suivra ça. Quatrième actu, en France, une taxe lapin d'un montant de 5 € va être mise en place par les médecins en cas de rendez-vous médical non honoré et ce à partir de janvier 2025. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal ce samedi à plusieurs journaux de presse régionale. Concrètement, les patients qui n'auront pas annulé leur rendez-vous au moins 24 heures avant devront payer cette taxe si le professionnel de santé décide de l'appliquer. Si c'est le cas, le montant sera directement prélevé sur les plateformes médicales comme Doctolib qui prendront l'empreinte bancaire des patients. Et pour les médecins qui ne sont pas sur ces plateformes, ils pourront demander les coordonnées bancaires au téléphone ou demander les 5 € à la consultation suivante. Alors selon le Premier ministre, l'objectif de cette mesure, c'est de responsabiliser les patients et de récupérer chaque année 15 à 20 millions de créneaux perdus. Mais cette mesure ne fait pas l'unanimité parmi les professionnels de santé. Certains dénoncent par exemple une mesure de culpabilisation des patients. Cinquième actu, ce dimanche 7 avril marquait les 30 ans du génocide de la minorité des Tutsis au Rwanda, un pays d'Afrique de l'Est qui a mené à la mort de plus de 800 000 personnes entre avril et juillet 1994. Faut savoir que depuis plus de 25 ans, les Rwandais accusent la France d'avoir joué un rôle dans ce génocide en soutenant le gouvernement rwandais de l'époque. En 2021, Emmanuel Macron avait donc prononcé un discours dans lequel il avait déclaré que la France, je cite, n'a pas été complice, mais a endossé une responsabilité accablante dans le génocide des Tutsis, sans pour autant formellement présenter les excuses de la France. Ce dimanche, Emmanuel Macron a dit assumer ses propos de 2021 sans aller plus loin. Sixième actu, les eaux de la Seine sont toujours dans un état inquiétant à près de 100 jours des Jeux Olympiques de Paris. C'est ce qu'a déclaré ce lundi l'ONG Surfrider Foundation, qui est chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral. D'après elle, les athlètes qui plongeront dans le fleuve, comme ceux qui participeront aux épreuves de triathlon ou de natation en eau libre, encourent des risques. En fait, l'ONG a effectué 14 mesures de la Seine entre fin septembre 2023 et fin mars 2024, et parmi elles, 13 se révèlent être au-dessus, voire très largement au-dessus, des seuils habituellement recommandés pour la baignade à cause de la présence de bactéries. A noter que début août 2023, la répétition générale de l'épreuve de natation en eau libre avait dû être annulée car les seuils de qualité d'eau étaient largement dépassés. Et on finit avec cette actu, une éclipse solaire totale pendant laquelle la Lune a caché entièrement le Soleil a eu lieu ce lundi à partir de 19 h heure française. Pendant quelques minutes, il a donc fait nuit en plein milieu de la journée. Alors ce phénomène rare n'est visible que depuis l'Amérique du Nord. L'éclipse a débuté au-dessus de l'océan Pacifique Sud avant de traverser le Mexique, les États-Unis et le Canada. Si vous voulez la voir, la NASA l'a retransmise en direct depuis sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Et pour en voir une depuis la France, faudra être patient parce que la prochaine éclipse solaire totale aura lieu en 2081. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Je profite du fait que je serai en voix off et donc sans la caméra cette semaine pour vous dire que ce format, dans tous les cas, il est aussi dispo en version podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre. N'hésitez pas à vous abonner, si jamais c'est pas encore le cas. Vous tapez Hugo Décrypte sur ces plateformes-là, vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.